Bon, bonjour à tous. Merci d'être présents ce soir pour cette nouvelle conférence en visio. Donc, je me présente, je m'appelle Michael Nicolas, je suis éducateur en environnement à Nature en Occitanie, donc association de protection de la nature qui existe depuis maintenant 1969 et qui œuvre autour de plusieurs actions qui tournent autour de la biodiversité. Donc, on a une association d'amélioration des connaissances de la biodiversité, donc on est des naturalistes. On est aussi des éducateurs en environnement, donc on a un gros travail sur la sensibilisation et sur la diffusion de la connaissance autour de la biodiversité de la région Occitanie. On est aussi une association gestionnaire. On accompagne des collectivités, on travaille sur des réserves naturelles notamment qu'on gère. Et on a aussi une casquette militante puisqu'on est membre du réseau France Nature Environnement. On est membre de France Nature Environnement Midi-Pyrénées, ce qui nous permet de participer à porter haut et fort la voix de la nature quand certains ont tendance à l'oublier. Donc ce soir, on en est à notre 34e rendez-vous nature. Donc le programme de rendez-vous nature, c'est un programme qu'on construit chaque année grâce à de nombreuses contributions de bénévoles qui nous proposent d'organiser des balades ou d'organiser des conférences pour faire découvrir au plus grand monde les richesses de la biodiversité de notre région. Et également, on a la chance de pouvoir avoir des interventions de partenaires de divers horizons qui ont aussi l'envie voilà, de faire connaître un petit coin de nature, une espèce, ou tout simplement leur travail au plus grand nombre. Donc ce programme, il est financé par la région Occitanie et par l'État, et grâce pour beaucoup à la contribution de nos bénévoles. Donc ce soir, pour ce 34e rendez-vous, on vous propose une conférence autour d'un mammifère emblématique des Pyrénées, à travers une conférence qui sera animée par Éric Sourp, qui est pilote du projet de réintroduction du bouquetin ibérique dans les Pyrénées, et qui va vous parler de voilà, de cette espèce dont il a déjà parlé il y a un an pour ceux qui étaient peut-être déjà là. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'espèce, on vous promet d'en connaître bien plus sur cet animal. Donc, je vais laisser la parole à Eric pour qu'il se présente. La conférence va durer à peu près 1 heure et demie en fonction de votre curiosité et des questions que vous poserez. Et à ce sujet-là, juste avant de donner la parole à Eric, donc j'expliquais en tout début de présentation. Il y a une petite fonctionnalité sur Zoom qui est en bas, en plein centre de votre écran. Vous avez une petite bulle de discussion qui vous permet d'ouvrir un volet sur votre droite. Et c'est sur ce volet-là que vous pourrez écrire les questions que vous souhaitez poser à Eric. Et au fur et à mesure de la présentation d'Eric, je me ferai le relais de vos questions pour qu'ils puissent y répondre. Et comme il le précisait justement, on essaiera de faire ça au fur et à mesure pendant la présentation pour ne pas avoir une grosse partie à la fin sur des questions et de rajouter un petit peu de dynamisme à cette conférence. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à cet endroit-là et je les redonnerai. J'ai coupé tous les micros par défaut pour éviter les parasites. Donc, merci de les laisser désactivés. Ça nous évitera quelques déboires. Et enfin, cette visioconférence est enregistrée pour permettre au plus grand nombre de pouvoir la revisionner. Donc, je le répète, si jamais vous souhaitez ne pas apparaître sur l'écran, désactivez votre caméra parce que je ne suis pas maître des petites vignettes qui s'affichent sur l'écran d'enregistrement. Voilà. Bien, je vais laisser la parole à Eric. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée en notre compagnie. Et Eric, à toi la parole. Oui, bonsoir à tous. Donc, très heureux d'intervenir ce soir. Je voulais profiter de ce moment pour remercier Nature en Occitanie de m'avoir invité. C'est un partenaire du parc avec qui on travaille très régulièrement. Donc, on est toujours content de travailler avec Nature en Occitanie. Voilà, puis je voulais remercier tous les participants de ce soir. Voilà, donc juste une précision par rapport à la présentation que tu as faite de moi. Je pilote le programme uniquement à l'échelle du Parc national des Pyrénées. Au niveau des Pyrénées, c'est la DREAL Occitanie qui pilote le projet parce qu'il y a aussi une autre structure qui est le Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises qui a engagé une action tout à fait similaire et avec qui on travaille en très étroite collaboration.
Donc ce soir, moi, je vais vous parler du retour du bouquetin dans les Pyrénées. Euh, dans un premier temps, avant de vous parler… Excuse-moi, Eric, je te Oui, coupe la parole. Tu as une petite fenêtre, a priori, qui est. Ah, ben c'est bon, elle vient de disparaître. Elle était affichée sur ton écran, il y avait une petite fenêtre. Elle vient de réapparaître. tu veux que Est-ce que. j'enlève le partage et que je reprenne ou pas? Ouais, essaye. Tu as a priori un petit bandeau qui s'affiche devant ta fenêtre. Ouais, ok. Alors, arrêter le partage. Je vais le refaire. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, vas-y. Alors, je vais lancer. Voilà. C'est bon? C'est bon. Merci. Alors, avant de vous parler de l'actualité et du bilan de ce programme, je vais faire quelques petits rappels sur l'histoire ancienne du bouquetin. En fait, le bouquetin est présent depuis très longtemps dans les Pyrénées, au moins depuis 80 000 ans, c'est-à-dire depuis la dernière glaciation du Würm. Et cette présence est attestée, bien sûr, par des analyses au carbone 14, mais aussi par les nombreuses gravures rupestres qui sont présentes dans les grottes qui sont réparties dans tout le massif des Pyrénées. Vous avez en bas une petite carte qui montre tous les gisements osseux de bouquetins et pour partie des grottes présentes. Vous avez en haut à droite une des gravures rupestres les plus connues relatives au bouquetin des Pyrénées, bien sûr, parce que le bouquetin des Alpes, vous en avez à Cosquer et ailleurs, mais c'est celle de la grotte de Nio, qui est une superbe gravure peinte en couleur. Voilà, mais le bouquetin, on le retrouve représenté très régulièrement dans une vingtaine, une trentaine de grottes dans les Pyrénées, pour ne pas les nommer, entre autres Gargas, Rançon, Espiélugue, Isturiz, voilà, et bien d'autres. Euh, les restes d'os qui ont été trouvés dans ces gisements osseux montrent que le bouquetin était un animal très chassé. Dans certaines cavités, 90% des ossements sont des ossements de bouquetin. Donc ça veut dire que, le bouquetin était très chassé et que, par ailleurs, c'était une ressource alimentaire aussi donc importante. Et voilà, pour l'anecdote, je vous ai aussi mis des espèces qui étaient présentes il y a quelques dizaines de milliers d'années. Bien sûr, l'ours des cavernes, le lion des cavernes, l'éléphant, et il y avait aussi 3 espèces de rhinocéros, le bison, bien sûr, et quelques autres espèces. Voilà. Un peu d'histoire un petit peu plus récente, c'est à la période de Gaston Phébus, qui était le comte de Foix-Béarn. Donc, c'était son territoire se répartissait en gros du Béarn à l'Ariège. Gaston Phébus était un très très grand chasseur. Il a écrit un livre qui fait encore référence pour la chasse, c'est le Grand Livre de la chasse, dans lequel il indique que le bouquetin était un animal présent en grand nombre dans les Pyrénées. Vous pouvez voir même des groupes de 100 bouquetins. Mais par contre, comme il se laissait approcher très facilement, c'était un animal qui n'aimait pas chasser parce que c'était trop facile à chasser. Il préférait chasser le cerf ou encore mieux l'ours. Voilà. Après la citation et les références de Gaston Phébus, il se trouve qu'on a très très peu de références à des observations des bouquetins. Et on pense qu'il y a eu une chute très importante de cette population, notamment avec l'arrivée des armes à longue portée, bien sûr l'arbalète au XIVe siècle, mais surtout le fusil à silex qui est arrivé au XVIIIe siècle. Et les Eric, je pense qu'il faut que tu réactives ton micro, il s'est désactivé. Hop, C'est bon? c'est bon. Pardon. Voilà. On a encore quelques références d'observation du bouquetin à la fin du 19e et au début du 20e, mais les derniers bouquetins ont disparu du côté français en 1910. Ils ont été tués lors d'une chasse près du lac de Gaube, qui est sur la commune de Cotteret. Alors, vous voyez ici
1910, c'est la date de disparition des 2 derniers bouquetins côté français. Mais en Béarn, il a disparu vers Veracruz en 1892, dans le Luchonnet encore un peu plus tôt, en 1870. Et il est quand même resté quelques individus dans le parc national d'Ordesa, qui a été créé d'ailleurs en 1918 pour essayer de sauver cette espèce. C'était sans doute un peu tard. Et le dernier bouquetin des Pyrénées est mort en janvier 2000 dans le parc national d'Ordesa. Voilà. Vous avez ici une gravure qui est dans le grand livre de la chasse de Gaston Phébus. On voit déjà que le bouquetin était chassé avec l'arbalète. C'est à partir de cette période que la population a dû commencer à fortement diminuer. Alors, j'ai un petit souci, c'est bon. C'est bon au niveau du son? Ok. Quelques éléments sur la biologie de cette espèce. Alors, c'est une espèce qui a un dimorphisme sexuel très marqué, c'est-à-dire qu'il y a une différence très grande entre le mâle et la femelle. Vous voyez à gauche, le mâle, il a de grandes cornes qui peuvent faire jusqu'à 1 mètre. Ce sont des cornes en forme de lyre, un petit peu torsadées, ce qui est une des différences avec le bouquetin des Alpes, qui a aussi de grandes cornes chez le mâle, mais lui, ce n'est pas torsadé en forme de lyre, mais c'est rectiligne, arqué vers l'arrière. Voilà. L'autre différence entre la femelle et le mâle, c'est qu'on a, d'un point de vue couleur, des zones noires chez le mâle qu'on n'a pas chez la femelle, alors notamment sur les pattes avant, l'avant des pattes, pardon, sur l'échine pour des individus plus âgés, le bas des flancs et aussi la tête. On sait que plus l'âge du mâle est avancé, plus cette surface noire va devenir importante. Et c'est la même chose pour les cornes. Les cornes poussent tout le long de la vie du bouquetin mâle. Et c'est d'ailleurs un des critères de détermination de l'âge d'un bouquetin. On a des anneaux, vous voyez ici. Chaque anneau, en gros, correspond à une année de croissance. Celui-là, il doit avoir pas loin de 12 ans à vue de nez. Voilà. Chez la femelle, les cornes ne font pas plus de 20 cm. Voilà, elle a un pelage assez similaire au mâle, mais avec des tons roux un peu plus marqués. Voilà. Le bouquetin des Alpes, haute différence, lui, il est plutôt dans des tons gris foncé, on appelle ça gris fer. Voilà. Au niveau de la reproduction, donc, la maturité sexuelle est atteinte à 3 ans. Alors, il se trouve que chez nous, on a observé, et on observe d'ailleurs que la plupart des femelles commencent à se reproduire dès 2 ans. En fait, c'est un petit peu normal dans les populations dynamiques qui démarrent, qui ont pas mal de ressources alimentaires. La nature est bien faite et la reproduction démarre plus tôt, ce qui amplifie et dynamise la reproduction. Voilà, ça c'est un bon point. La reproduction se passe de novembre à janvier. Elle a démarré en ce moment. Et elle se traduit par un phénomène assez particulier, c'est que les mâles se battent pour pouvoir s'assurer le choix des femelles. Ils font des joutes et qui provoquent des chocs de cornes très importants qu'on peut entendre quand on se promène en ce moment dans les Pyrénées. Alors, bien heureusement, c'est plus un rituel bruyant. Il n'y a jamais vraiment de mortalité, encore moins pas de blessures ni de mortalité, quoi. Voilà. Les mises bas, elles se produisent, la nature est bien faite, de fin avril à début juillet, quand les nouvelles herbes arrivent, notamment en altitude. Là, on a des vagues de nouvelles herbes qui arrivent notamment au fond de vallée, dont les bouquetins sont très friands, parce qu'après l'hiver où ils ont un peu perdu de poids, ils se sont nourris de lichens et d'arbustes et d'herbes sèches, ils dévorent ces nouvelles herbes et ça leur donne de l'énergie pour élever les petits, quoi. Voilà. L'habitat du rocher, c'est clairement l'habitat du bouquetin, pardon, c'est clairement le rocher. D'ailleurs, en allemand, le bouquetin s'appelle le Buchstein, ça veut dire bouc du rocher. Alors, il fréquente aussi, bien sûr, les milieux ouverts, et pas que les milieux rocheux, bien sûr, pour aller se nourrir sur les pelouses d'altitude, les prairies. Il n'aime pas trop la forêt, mais il fréquente quand même. Alors, par contre, c'est un champion de l'escalade. Vous voyez ici, on a des bouquetins qui ont grimpé sur un barrage. En fait, ils viennent rechercher des suintements de minéraux dont ils se nourrissent. C'est des vitamines pour eux. En fait, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure dans la présentation du bouquetin, c'est qu'il a un corps trapu
avec des pattes très robustes. Il est assez court sur pattes et il a un équilibre extrêmement important. Et aussi, et surtout, il est doté de sabots au bout de ses pattes qui sont très, très adhérentes au rocher. C'est vraiment le champion, toute catégorie de l'escalade dans la faune sauvage. C'est incroyable. Il y a que ce soit dans les Alpes notamment, il y a des grimpeurs qui se trouvent quelquefois avec des bouquetins à côté d'eux sur des parois rocheuses verticales. C'est impressionnant. Voilà. Autre point, beaucoup croient que le bouquetin est un animal d'altitude. Et en fait, regardez ici, en Andalousie, on trouve au bord de la mer. À partir du moment où il a des falaises, du rocher, même si c'est au bord de la plage, vous pourrez trouver des bouquetins. Bien sûr, s'il n'a pas disparu et si la chasse n'a pas éliminé tous les bouquetins. On le trouve du bord de la mer, mais aussi, bien sûr, sur les plus hauts sommets. En Espagne, je crois qu'en Sierra Nevada, le sommet doit faire 3005. On le trouve là-bas sans problème. D'un point de vue comportement social, clairement, le bouquetin, il vit en groupe. Par contre, les groupes sont séparés en sexes. On a d'un côté les groupes de femelles qui vivent en rade et d'un autre côté, les mâles qui vivent en groupe. Alors bien sûr, sauf au moment du rut, où là, il faut qu'ils se rencontrent, mais ça dure quoi, de novembre à janvier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a aussi un comportement saisonnier. À l'été et l'automne, on le trouve plutôt en haute altitude, sur les crêtes, les sommets, les milieux rocheux. On aurait des pics à 4 ou 5 000, on les trouverait malgré tout en haut de ces pics. Voilà. Par contre, l'hiver et au printemps, il redescend sur l'hiver à cause de la neige, hein, et au printemps aussi parce qu'il va trouver de la nourriture qui n'est pas forcément présente en haute altitude. Hein. Voilà. Chose intéressante, c'est un animal qui se laisse approcher de très près, voire de trop près. C'est ce qui a créé sa perte, parce que sa chasse était rendue beaucoup plus facile. Alors, c'est ce qu'on demande aux gens. Hein. Depuis peu, on a c'est ce que vous voyez ici, hein. On a 2-3 vallées où, notamment entre mars et mai, on trouve les bouquetins en fond de vallée sur le sentier. On demande aux gens de ne pas s'approcher à moins de 10 mètres, parce que ce sont des animaux placides qui savent s'approcher, mais il ne faut pas trop les déranger quand même. Mais ce qui est quand même sympa, c'est qu'on peut le voir de très près, alors que l'isard, à moins de 100 mètres, on a un peu de mal. Voilà. D'un point de vue alimentation, c'est bien sûr, comme tous les ungulés, un herbivore ruminant. Il préfère les plantes herbacées, mais il prend ce qu'il trouve et il peut se nourrir de plantes ligneuses, de jeunes arbres. Il adore les fruits. Vous voyez ici le sorbier, l'image du bas, il grimpe dans les arbres pour aller chercher les fruits de sorbier, il en est fou. Et il mange aussi du lichen, et ça c'est important parce que l'hiver, quand il est quelquefois sur des secteurs à altitude où il n'y a pas grand-chose à manger, mais il va lécher et manger le lichen qui est un aliment qui est plein de vitamines, hein, comme vous le savez aussi sans doute. Alors, pourquoi on s'est embarqué dans cette histoire de réintroduction du bouquetin? Parce que vous allez voir, introduire un animal, c'est jamais très facile, c'est souvent compliqué. On s'est posé un certain nombre de questions avant de s'engager dans cette démarche. Et déjà, la chaîne des Pyrénées appartient à l'aire naturelle de présence du bouquetin. Et le bouquetin, il a disparu, c'est pas parce qu'il n'y avait plus d'habitat, c'est parce que c'est à cause de l'homme. Voilà. On a regardé aussi, on a bien vérifié avant de s'engager dans la démarche, il reste de très grandes surfaces d'habitat favorable, donc on savait que si on allait introduire l'animal, il retrouverait des milieux avec des ressources ou des milieux qui lui conviendraient pour vivre confortablement dans nos belles Pyrénées. Voilà. Autre point important, la cause de sa disparition qui est la chasse au bouquetin. Il faut savoir que c'est une espèce protégée, en tout cas en France, ce qui n'est pas le cas en Espagne. Hein. Donc, la chasse au bouquetin interdite, donc on sait qu'il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Hein. Voilà. On sait que cette espèce a disparu à cause de la chasse et notamment à cause de la recherche des trophées et des belles cornes que vous avez ici qui attirait les chasseurs. Voilà. On s'est posé aussi la question de savoir s'il y avait une possibilité de repeuplement par colonisation naturelle. En Sierra de Guara, qui est juste au sud des Pyrénées, hein, pas très loin, on sait qu'il y a une population relativement importante. Bon, par contre,
Cette population posait un double problème, c'est qu'elle a été constituée à partir de très peu d'individus fondateurs, et résultat, elle a une diversité génétique très, très, très faible. Donc ça, c'est jamais très bon pour introduire un animal. Et en plus, elle vit au milieu de ce qu'on appelle des chèvres férales. Ce sont des chèvres domestiques qui sont devenues sauvages et qui ne sont pas surveillées. Il y en a près de 1000 rien que sur ce secteur-là. Et on sait qu'elles s'hybrident avec le bouquetin. Et donc là, ça pose aussi un souci génétique, mais cette fois-ci d'un point de vue hybridation. Et autre point, enfin, on sait que c'est un animal assez grégaire qui se déplace, qui colonise très lentement l'espace. Donc on s'est dit, si on attend que ça vienne d'une autre population d'Espagne, on va encore attendre des dizaines d'années, donc on va prendre les devants. Voilà. Autre point important, cette espèce joue un rôle assez intéressant dans la pyramide alimentaire. On sait qu'elle joue un rôle pour conforter l'existence de populations d'espèces à faible statut de conservation. C'est le cas du gypaète barbu, qui est une espèce encore avec un statut un peu précaire, et aussi de l'aigle royal, qui est lui moins précaire. Mais la bibliographie scientifique indique clairement que là où il y a des populations de bouquetins importantes, les populations de gypaètes sont bien maintenues, voire en expansion. Voilà. Donc ça, c'était une autre raison d'introduire cette espèce emblématique des Pyrénées en tout cas. Et le dernier point, c'est que la prestance, la beauté, sa facilité d'observation et aussi les très faibles interactions avec les activités humaines qui fait que ça rend l'acceptation sociale plus facile. On s'est dit, il faut y aller, quoi. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, Michael, je continue. OK. Alors, la réintroduction, c'était une très longue histoire, en tout cas pour le Parc national des Pyrénées. Dès sa création, on va dire que le parc en rêvait, et le premier conseil scientifique du Parc national qui s'est réuni en juillet 68 admettait déjà le principe et la nécessité de réintroduire le bouquetin parce qu'il était plus présent côté français. Il restait effectivement encore quelques individus sur Rodessa, mais il y avait déjà une volonté affichée. Voilà. La direction du parc a essayé, des délégations du parc national sont allées en Espagne par la suite pour essayer de convaincre les Espagnols de nous donner des bouquetins. Ils nous recevaient très poliment, de façon très sympathique, mais ils ne voulaient pas nous donner des bouquetins. Voilà. En 91, il faut noter, c'est une date assez importante, Jean-Paul Cramp, qui est un agent du parc, a pris un peu le dossier à bras-le-corps à partir de 89 et a produit un document qui est le premier projet de réintroduction du bouquetin ibérique sur les Pyrénées, vraiment construit, qui définissait ce qu'il fallait faire pour introduire le bouquetin. Voilà. Bon, il n'y a pas eu de suite. 92-95, il y a eu des financements européens au travers d'un programme LIFE, sauvegarde de la faune sauvage, qui concernait l'ours, le gypaète et le bouquetin, qui a permis de réaliser une étude génétique de toutes les populations d'Espagne pour préciser quelle était la population qui pouvait être la plus favorable à l'hybridation avec les derniers bouquetins qui restaient dans le parc d'Ordesa pour redynamiser la population. Là non plus, il n'y a pas eu de suite. Par contre, le seul point qu'on savait, c'est que les populations de Sierra Nevada, tout au sud de Gredos et de Tortosa Beceite, étaient les plus intéressantes d'un point de vue richesse génétique. Voilà. Bon, le parc a régulièrement inscrit dans ses plans quinquennaux la volonté de réintroduire le bouquetin, mais bon, les Espagnols sont restés sur leur position et n'ont pas avancé sur la possibilité qu'on puisse avoir des bouquetins. À noter qu'en 2001, les Espagnols ont essayé de cloner un des derniers bouquetins des Pyrénées qui existait encore sur Ordesa, avec l'aide de l'INRA de Paris, Grignon. Et, ils ont réussi à faire naître un petit bouquetin des Pyrénées, mais qui malheureusement a vécu 2 minutes, je crois. Et suite à cette dernière tentative, ils ont essayé pendant 8 ans avec beaucoup d'investissements financiers. Ce projet a été arrêté. Voilà. Bon, en plus, d'un point de vue génétique, on peut penser que recréer une population à partir de clones, en termes de diversité génétique, ce n'était pas très bon. Déjà que la diversité génétique à la base du bouquetin n'est pas très importante, ce n'était pas très bon non plus. Voilà. En 2007, le Parc national relance le projet, commence à remettre à jour le dossier qu'il avait fait 20 ans auparavant. Il
fait même une enquête auprès des habitants, des acteurs, pour essayer de prendre la température sur la perception que pouvaient avoir les habitants, les acteurs sur le projet, qui était très favorable. Voilà. Donc, on a produit avec Jean-Paul Krantz ce nouveau dossier. Voilà. Il a fallu attendre quand même 3 ans, et enfin c'était la bonne nouvelle pour que les 3 États, la France, l'Andorre et la France, signent une déclaration d'intention qui avait pour objet de gérer la biodiversité de façon transfrontalière à l'échelle des Pyrénées. Et la bonne nouvelle, c'était qu'enfin, l'État espagnol proposait qu'on réintroduise des espèces menacées, ainsi que l'État français, dont le boutin et la gélinote des bois. Voilà. Il faut savoir que dans les négociations avec les Espagnols, ils étaient OK pour nous donner des boutins. Et la contrepartie, c'était que l'État français leur fournisse des gélinotes. Voilà, c'était un échange de bons procédés. Je peux vous dire qu'on s'est dépêché avec les collègues du parc pour très vite préparer l'introduction qui s'est faite 4 mois après, 5 mois, c'est ça. Et le 10 juillet 2014, enfin, on faisait les premiers lâchers des bouquins à Cauterets. Alors, pourquoi a-t-on attendu 46 ans? C'est quand même énorme, parce qu'on y a mis un peu d'énergie dans cette histoire. Mais en fait, il y avait de très nombreuses oppositions en Espagne. En fait, il faut savoir que la chasse au boutin représente un revenu très important pour les gestionnaires de chasse de boutin. Pour vous donner une idée, le plus petit bouquetin avec des petites cornes, il faut payer un minimum de 2 000 à 3 000 euros pour le chasser. Et ceux qui ont les plus belles cornes, ça peut aller jusqu'à 30 000 à 35 000 euros pour un seul individu. Donc, vous pouvez imaginer que ça peut représenter, pour des territoires ruraux, pour certaines dans des régions assez pauvres en Espagne, des revenus très importants. Ils avaient peur qu'en donnant des bouquetins à la France, la chasse s'ouvre en France et que ça fasse concurrence au marché espagnol de la chasse au bouquetin. Au début du projet, on est allé visiter une commune dans le massif de Gredos. Pour vous donner une idée, le revenu de la chasse au bouquetin pour elle, qui gérait la réserve, qui gère toujours d'ailleurs la réserve de Gredos, c'était 300 000 euros par an. Donc il y a de quoi agrémenter, améliorer le village, faire des aménagements. Et on peut comprendre leur réticence, même si nous on était un peu impatients. Voilà. L'autre point qui a fait qu'ils nous ont fait un peu attendre, nos amis espagnols, c'était que c'est une espèce très, très prestigieuse et considérée aussi, ils la considéraient comme spécifique de l'Espagne. Donc, ils n'avaient peut-être pas trop envie de nous la donner. Ça a été le même problème pour les Portugais qui ont demandé bien avant nous. Et en fait, il a fallu qu'il y ait un lâcher en Galice espagnole à la frontière pour que les bouquetins aillent au Portugal. Ils n'ont jamais pu en avoir non plus de l'Espagne. Voilà. Alors, pour essayer de convaincre à la fois les autorités espagnoles et localement les petites réticences qu'il pouvait y avoir, notamment au niveau agricole par rapport à des aspects sanitaires, on a essayé de mettre en place une stratégie pour essayer d'y arriver. Donc, dans la mise à jour du dossier, on a mis en place, on a affiché des préconisations sanitaires relatives au bouquetin. J'en dirai quelques mots tout à l'heure, de très haut niveau. Tout ça pour assurer le monde agricole, pour dire qu'on n'allait pas amener de maladies en amenant le bouquetin. Voilà. Autre point, pour donner un peu plus de force à notre dossier qui jusqu'à maintenant n'était que le dossier du Parc national des Pyrénées, on s'est associé avec les PNR des Pyrénées. Alors, seuls les PNR des Pyrénées ariégeoises ont suivi. Et donc, on a collaboré avec eux pour les aider à monter d'ailleurs leur dossier. Et le PNR des Pyrénées catalanes, lui, n'a pas suivi parce que le monde agricole trouvait qu'il y avait déjà assez d'animaux sauvages qui faisaient concurrence à la ressource alimentaire qui était destinée, surtout pour eux, aux troupeaux domestiques. Donc, ils ne voulaient pas rajouter un autre concurrent pour la ressource alimentaire. C'est vrai que Pyrénées catalanes, on est dans un système méditerranéen où la ressource alimentaire est bien moindre que chez nous. Voilà. Autre point important, et c'est sans doute ce qui a été déterminant dans le fait qu'on ait pu convaincre les Espagnols de enfin donner des bouquetins, c'est qu'on a demandé au ministère français en charge de l'environnement de classer le bouquetin ibérique sur la liste des mammifères protégés, chose qu'il a fait le 15 septembre 2012. Alors c'était assez cocasse parce qu'en fait on lui a demandé de classer une espèce qui n'existait plus en France depuis plus d'un siècle.
Mais le ministère français a fort bien compris l'intérêt stratégique de le faire pour rassurer les Espagnols et leur dire OK, on veut des bouquetins, mais on le protège, on ne le chassera pas. Voilà. Et enfin, autre point important, c'est qu'on a pu établir des contacts très étroits et très cordiaux d'ailleurs avec nos interlocuteurs du ministère espagnol. Ça a été favorisé par, bien sûr, la mise en place de la convention signée, de l'accord signé entre les trois États et qui a donné lieu à la mise en place d'une approche transfrontalière qu'on appelle la stratégie pyrénéenne de valorisation de la biodiversité, dans lequel le bouquetin avait toute sa place. Voilà. C'est bon, Michael? Oui, Sur le c'est bon. son? Parce que C'est bon. ça avait coupé. Oui, Voilà. oui, ça avait coupé, j'allais te le dire. Je profite de cette petite coupure juste pour revenir sur une question. Quelqu'un nous demande, alors il y a deux questions. La première, c'est est-ce que les animaux relâchés en France étaient issus d'élevage ou pris en Espagne et mis en France? Tu as peut-être déjà un peu répondu. Alors, oui, je peux répondre déjà très vite. J'en parlerai tout à l'heure, mais je vais répondre à la question tout de suite. En fait, euh, les bouquetins viennent du centre de l'Espagne. C'est là, je ne sais pas si vous voyez, euh, au nord de Madrid, et ils viennent d'un parc national et ils vivaient en totale liberté. J'expliquerai comment s'est passé d'ailleurs leur capture après. Hein. Voilà. Donc, ce n'était pas un élevage, c'était des animaux sauvages. Ok. Et la deuxième question, alors tu as, encore le petit bandeau qui s'affiche, je ne sais pas Oh, si tu as une fenêtre qui s'affiche devant ton... en plein milieu. oh, ouais. Ouais, je ne sais pas ce qui se passe. Non, là, c'est bon. Vas-y. Ouais. Non, ça se remet. Elle y est toujours. En fait, chez nous, elle clignote. Ah, alors attends, je vais alors relancer. Je vais arrêter le partage et le relancer si vous Ça avez deux marche. secondes. Et donc, j'en profite pour te poser Ouais. la question suivante qui était, y a-t-il une différence entre le bouquetin ibérique et le bouquetin des Pyrénées? Deux Alors, appellations. ouais, je vais tâcher de répondre à la question. Voilà. Alors, c'est une bonne question et qui est très appropriée par rapport à la carte que vous avez devant. Hein. Voilà. En fait, la taxonomie du bouquetin a été élaborée au début du siècle dernier par un certain Cabrera, qui s'est basé sur une approche morphologique, hein, c'est-à-dire des signes extérieurs de différence sur le corps et les mensurations et autres. La génétique n'existait pas au même niveau que ce qu'on a aujourd'hui. Et elle avait distingué 4 sous-espèces. Capra pyrénaïca pyrénaïca, c'est le bouquetin des Pyrénées. Voilà. Capra pyrénaïca hispanica, c'est celui qui est sur la partie est de la péninsule ibérique. Capra pyrénaïca victoriae, qui était encore sur la partie centrale de la péninsule ibérique. Et un quatrième qui est Capra pyrénaïca lusitanica, qui était, comme son nom l'indique, au Portugal. Voilà, donc on s'est clairement posé cette question. Est-ce qu'on ne risque pas de mettre une sous-espèce qui n'est pas la même que celle qu'il y avait avant? Bon, sauf que, et là je vais faire court, toutes les études génétiques, y compris celles du programme LIFE de 91 à 93 et les plus récentes, indiquent clairement qu'il n'y a pas de sous-espèce, qu'il n'y a qu'une seule espèce du bouquetin ibérique. Bon, sauf que la déclassification des deux dernières espèces qui existent encore et qui sont là sur la carte Victoriae et Hispanica n'a pas été faite parce que c'est compliqué. Et puis en plus, le monde de la chasse en Espagne ne souhaite pas qu'il n'y ait plus qu'une seule espèce parce qu'il a envie que les chasseurs clients viennent chasser non seulement le Victoriae, mais aussi l'Hispanica. Donc s'il n'y a plus qu'une seule espèce, il y aura peut-être moins de gens qui viendront à la chasse au bouquetin en Espagne. Voilà. Donc clairement, il y avait avant 4 sous-espèces, mais basées, qui ont été différenciées sur une approche morphologique. Mais la génétique moderne dit clairement qu'il n'y a plus qu'une seule espèce, sauf que la classification n'a pas été révisée par l'UICN pour l'instant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres Merci. questions? Ouais. Oui, dernière question qui fait le lien avec la chasse. Comment peut-on être sûr que les bouquetins ne sont pas chassés? Question piège. Alors, quand il y a une réglementation, on essaye de la respecter. Et on sait, je vais parler clair, qu'il peut y avoir du braconnage. Et je ne vous cache pas qu'on a mis au démarrage du projet des moyens en place pour surveiller
via les agents, bien sûr, les bouquetins. Alors, quand on sait que c'est des espèces qui vont sur les crêtes et les sommets, il faut y aller. Et deuxième point, et j'en parlerai tout à l'heure, on les a équipés aussi de colliers GPS en lien avec des satellites qui nous permettaient, en gros, chaque heure de savoir où ils étaient, s'ils étaient encore vivants. Voilà. Et le dernier point, le premier lâché, on l'a fait à Cauterets, et c'est pas un hasard, parce que c'est là où la zone cœur du parc est la plus large. On sait que c'est des animaux qui sont assez fidèles au site de lâcher, et on espérait dans un premier temps qu'ils ne s'éloignent pas trop du site de lâcher. Voilà, donc on a essayé clairement de mettre tous les atouts de notre côté pour pas qu'il y ait de dérapage au niveau du braconnage. Je pense qu'il y en a eu en Espagne avec un de nos bouquetins, il y en a deux, on vient de l'apprendre il y a 15 jours, qui était vers Sabignaligo, qui est au sud bien au sud de Canfranc, mais on n'a pas eu, à part ce cas-là, on n'a pas eu de suspicion sur d'autres mortalités de bouquetins. Mais après, on ne peut pas tout maîtriser, c'est clair. Dernière question, et après on continue et je noterai les questions pour plus tard. Ouais. Une question qui vient d'Allemagne. Est-ce qu'il y a un retour d'expérience ou des échanges avec d'autres régions en Europe qui ont avec succès réimplanté les bouquetins comme le Parc national des Grisons en Suisse ou le Valais en Suisse? Oui, alors là-dessus, on a ce qu'on appelle un groupe national bouquetin et il y a aussi un colloque mondial sur le bouquetin tous les 2 ou 3 ans, je ne sais plus, auquel on participe dans la mesure de nos disponibilités. Et bien sûr que c'est pour nous l'occasion, d'une part, de présenter ce qu'on a fait et d'informer les collègues des autres structures ou des autres pays qui ont fait des opérations similaires ou qui travaillent sur le bouquetin. Et c'est des super moments pour échanger avec ces différents partenaires ou structures qui gèrent des populations de bouquetins ou qui ont fait des opérations de réintroduction. C'est une espèce sur laquelle il y a beaucoup d'échanges au niveau national et international, que ce soit au niveau des parcs nationaux, des réserves ou d'autres. Voilà. Super, merci Eric. Voilà, très rapidement, le projet de faisabilité de réintroduction, on l'a élaboré sur une période de 9 ans, parce que pour nous, c'était un projet de moyen, voire de long terme, donc dans lequel on a défini, avec l'aide des Espagnols, les choix des populations donatrices en Espagne, le nombre d'individus qu'on voulait lâcher en France, les modalités de capture, de transport de lâcher. On a aussi défini très précisément les choix de sites de lâcher en les priorisant, en ayant en préalable élaboré une cartographie des habitats favorables aux bouquetins, avec les systèmes d'information géographique, ça se fait assez facilement. Il suffit de croiser les critères favorables à la présence du bouquetin. Pour nous, c'était milieu rocheux, pente forte, exposition sud et quelques autres éléments, bien sûr, je ne rentre pas dans le détail. Et tout cela nous a permis de définir très précisément quels étaient, géographiquement parlant, les sites prioritaires sur lesquels on pouvait faire des lâchers. Voilà. Donc j'en ai parlé, je vais aller très vite. On a mis en œuvre des précautions sanitaires de très haut niveau. Je pense qu'il y a peu de réintroductions en Europe qui ont été faites avec autant de précautions sanitaires. Voilà, on a défini clairement aussi la méthode et les moyens des suivis et de surveillance des individus, que ce soit via des équipements en collier, GPS ou VHF ou via un moyen humain pour surveiller les animaux, les compter et autres. Voilà. On a bien sûr défini un certain nombre d'actions de communication et de sensibilisation qui sont un point très important dans ce genre d'opération. Et bien sûr, le nerf de la guerre, on a évalué financièrement tout cela. Voilà. En amont, bien sûr, on a mis en place une concertation préalable pour préparer le terrain. On a aussi créé un comité de pilotage local en 2012, avant de démarrer les lâchers, bien sûr, dans lequel étaient représentés tous les acteurs du territoire, qui nous permettaient de présenter le projet, de recueillir leurs avis, voire leurs remarques éventuelles. Il y a eu un comité technique et scientifique qui a été créé aussi en 2012 pour valider scientifiquement et techniquement tout notre programme de suivi scientifique et de techniques de lâcher. Voilà. Et bien sûr que depuis, on a mis en place une concertation régulière avec les acteurs locaux et on communique régulièrement sur l'avancement du projet via des bilans et autres qu'on diffuse ou des conférences comme aujourd'hui. Voilà.
Alors, les premiers lâchers, notamment le premier a été réalisé, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 10 juillet 2014 à Cauterets. On l'a fait dans le plus grand secret. Alors, ça va vous surprendre, mais en fait, on a eu peur jusqu'au dernier moment que les nombreux opposants en Espagne vendent du projet et arrêtent le camion avant qu'il ne passe la frontière. Donc, vous voyez à gauche, hein, l'image de gauche, voilà. On était quoi, une vingtaine à tout casser, une dizaine d'agents du parc, quelques représentants du ministère espagnol, et on a fait ce premier lâcher. Voilà, on a lâché 9 animaux d'un seul coup. Alors, j'avais prévu des images, mais on a un petit souci technique, donc je ne vais pas les passer. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que 9 jours après, hein, le 19 juillet, on accueillait Ségolène Royal, qui était alors ministre en charge de l'environnement, et 3000 spectateurs. On est passé de 20 à 3000 spectateurs. Là, on n'a pu lâcher que 3 bouquetins, mais ça y est, on savait que le coup était parti et que le programme était en bonne voie. Voilà. Alors, sur Cauterets, on a fait des lâchers de 2014 à 2015. Alors là, on a mis le paquet, on a lâché près de 63 individus sur 2 ans. On a ensuite réalisé des lâchers sur le site de Gavard-Nigel parce qu'on souhaitait créer en fait un deuxième noyau. Hein, c'était programmé dans notre document de programmation. Et là, on a lâché 46 individus sur 2 ans. Et ensuite, et là c'est plus récent, de 2019 pardon, à 2021, on a lâché près de 40 individus sur le B1 pour créer un troisième noyau. Alors, pour la petite histoire, vous remarquerez qu'en 2018, on n'a rien fait. En fait, il y a eu les lâchers des 2 ours sur le secteur où on devait lâcher les bouquetins. Et l'État français et le préfet nous ont dit, écoutez, la situation est déjà un peu tendue, vous allez stopper votre projet, vous allez attendre 2019 avant de démarrer les lâchers de bouquetins, chose qu'on a fait bien sûr. Et l'autre point quand même, on souhaitait lâcher plutôt sur ce secteur-là, hein, qui est entre Ossau et le Val d'Azun, sur le secteur de Soussouyou notamment, mais on a eu quelques réticences assez fortes du monde agricole et de l'IPHB contre le projet. C'est pour ça qu'on a annulé le projet qu'on devait faire en Ossau et on l'a transféré en Aspe. Alors, d'un point de vue écologique, ça nous embêtait un peu parce que le bouquetin, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un animal qui colonise pas très rapidement l'espace. Nous, on souhaitait que tous les noyaux puissent se rencontrer assez vite, en tout cas les individus des différents noyaux. Là, à Aspe, on sait qu'il mettra un peu plus de temps à faire jonction avec celui de Cauterets, mais on a pu faire des lâchers en béarn, c'est déjà bien. Voilà. Alors, pour finir de répondre à la question de tout à l'heure, hein, sur d'où viennent les bouquetins, vous avez Madrid qui est ici. En fait, tous les bouquetins viennent de la Sierra de Guadarrama. C'est un parc national où il y a près de 5000 individus. Ils considèrent même qu'ils en ont trop. Ils devaient en éliminer, d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un site qui n'a pas été choisi au hasard. C'est un site où il y a des pics qui vont en altitude jusqu'à 2500 mètres, avec beaucoup de neige l'hiver. Alors, très chaud l'été. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on avait des bouquetins qui connaissaient la neige. Et pour nous, c'est un facteur d'adaptation supplémentaire et favorable à leur adaptation optimum dans les Pyrénées. Comme vous le savez, il y a quand même pas mal de neige. Voilà. Bon, les hivers sont moins chauds que qu'en Espagne, mais ça, ce n'était pas un problème parce que la saison la plus difficile pour les bouquetins en Sierra de Guadarrama, ce n'est pas l'hiver, mais c'est l'Espagne parce qu'il fait tellement chaud qu'il n'y a plus rien à manger et ils bouffent surtout des terminaisons d'arbres. Hein. Voilà. Alors, comment sont réalisées les captures? Comme ce sont des animaux sauvages, il faut les attirer. Donc, la technique utilisée par les Espagnols, et il y en a d'autres techniques, hein, on pourrait faire ça avec des fusils hypodermiques, mais ils ont privilégié plutôt la technique de l'installation de cages à capture hein, fixes, dans lesquelles ils mettaient des aliments. Et là, vous avez des granules à lapin, à fouet, pratiquement, c'est exactement la même chose, et du sel. Ça, c'est pour appâter les bouquetins, les faire entrer là-dedans. Et vous voyez, vous distinguez peut-être, il y a un petit fil là. Dès qu'ils arrivent là, ben, ça déclenche la fermeture des portes. Et c'est comme ça qu'ils nous ont capturé les portes qui sont ici, qui nous ont capturé un paquet de bouquetins. Voilà. C'est assez efficace. Le petit inconvénient, c'est que ça capture des individus du même secteur et assez apparentés d'un point de vue génétique.
Alors, une fois que les bouquetins sont capturés, ils subissent une expertise sanitaire externe par un veto qui évalue leur état, qui fait des prélèvements d'otites, qui fait un prélèvement sanguin en vue de réaliser un certain nombre d'analyses. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a pris des précautions sanitaires très fortes. Et pour chaque bouquetin, il y avait 21 analyses différentes qui ont été faites par rapport à 21 maladies qui avaient été listées avec les vétérinaires locaux, le monde agricole et le monde de la chasse. Voilà. Ces animaux sont ensuite transportés dans un site de quarantaine, voilà, qui est ici, qui est fait en sorte, qui organise en sorte que les bouquetins, pendant le temps où ils vont rester là, ne vont pas voir des hommes. Voilà. Pour la petite histoire, c'était un site où ils mettaient avant les bouquetins de combat qui allaient ensuite à Madrid. Voilà. Alors, les bouquetins peuvent rester quand même de 4-5 jours à 2 à 3 semaines. Alors, c'est jamais très bon qu'ils restent très longtemps parce que la quarantaine génère des impacts pas toujours sympas pour les bouquetins. Mais bon, en général, ça s'est plutôt bien passé. Et ensuite, une fois qu'on a toutes les analyses des bouquetins, en espérant qu'il n'y ait pas de positif, si tout est négatif, les bouquetins sont capturés avec ces filets et ensuite ils sont installés dans les camions et ces camions partent pour 10 d'heures de route et quand même jusqu'en France pour lâcher les bouquetins. Alors là, vous avez un gros camion quand il y avait des lâchers en nombre important de bouquetins, hein, voilà. Mais ça peut être aussi des petites camionnettes. Alors là, c'est petite, mais quand même, il y avait 12 bouquetins. Et c'était variable en fonction de l'accès du site. Un camion, c'est intéressant parce que c'est beaucoup plus confortable, mais il ne peut pas rouler sur les pistes. Et là, ici, par exemple, c'est un lâcher qui a été réalisé en bord d'une route goudronnée vers le lac de l'Erche, je crois, au col de l'Erche, en Ariège. Voilà. Nous, il y avait une piste quand même assez étroite, et là, on n'a pas pu utiliser de camion, donc on a privilégié plutôt un 4x4 avec une camionnette. Voilà. Les lâchers, au début, on lâchait les 12 individus en même temps. Au bout de quelques années, on a plutôt privilégié les lâchers de bouquetins un par un, ce qui permet d'avoir des individus moins stressés, parce que quand on les lâche tous ensemble, ils génèrent une dynamique et ils font des cavalcades. Voilà. Donc, on a changé un peu la technique de lâcher entre-temps. Alors, précautions sanitaires, moi j'y reviens, j'en ai parlé un peu. On a mis non seulement des moyens très importants pour s'assurer, avant les lâcher, que les individus venant d'Espagne n'allaient pas introduire de maladie. Donc là, on a fait réaliser par un grand spécialiste français du bouquetin un plan de maîtrise des risques sanitaires qui a permis d'identifier 21 maladies ou agents pathogènes sur lesquels il fallait qu'on ait une vigilance particulière. Et je le redis, hein, à chaque fois qu'on a eu des analyses positives, l'individu restait en Espagne et en général, il a fait l'objet de vérifications. Il s'est avéré à chaque fois que c'était des faux positifs. Bon, tout le monde maintenant sait ce que c'est le faux positif avec le Covid, c'est-à-dire qu'il est révélé positif, mais en fait, c'est la marge d'erreur du protocole qui fait qu'il peut y avoir des erreurs. Et quand on vérifie, on s'aperçoit qu'en fait, il était négatif. Voilà. Ça nous est arrivé quand même 3 fois et ça nous a fait retarder et prolonger la quarantaine d'une semaine. C'était jamais très bon. Mais voilà, on voulait prendre aucun risque d'amener de maladies en France pour éviter d'apporter des maladies aux troupeaux domestiques, parce que chez nous, comme vous savez, l'élevage ovin, bovin et autres présente un enjeu économique et culturel majeur. Il était hors de question pour nous d'apporter un souci supplémentaire aux difficultés qu'ils peuvent déjà avoir. Puis ne serait-ce aussi que pour éviter qu'il y ait une contamination de la faune sauvage et pour donner un maximum de réussite à l'introduction du bouquetin humain. Voilà. Alors, une fois qu'ils sont lâchés, les individus font aussi l'objet d'un suivi sanitaire. On récolte systématiquement tous les cadavres d'individus morts. Alors, quand il y a assez de restes, parce que chez nous, comme vous le savez, il y a beaucoup de vautours, et si on n'y va pas très rapidement, il ne reste pas grand-chose. Quand on a un cadavre entier, alors c'est ce qu'on a eu la chance de les avoir à chaque fois, on n'en a pas eu beaucoup, on en a eu 4 ou 5. À chaque fois, on a pu faire une autopsie à un vétérinaire et déterminer les causes de la mort. Donc ça, c'est intéressant. Cette
collecte des cadavres et analyse est complétée par un suivi visuel des bouquetins qu'on demande de réaliser aux agents du parc, qui prennent des photos, si possible, en digiscopie, et ça permet de détecter après coup d'éventuelles maladies via des maladies qui ont des symptômes externes. On leur demande de regarder notamment les yeux en cas de kératoconjonctivite, les genoux, d'autres points. On sait que peuvent émerger des indicateurs de maladies éventuelles. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de maladie déclarée, sauf une petite, mais que j'expliquerai tout à l'heure, qui pose aucun problème. Et en fait, on est en train d'essayer de mettre en place ce qu'on appelle une veille active, c'est-à-dire que là, on capture le bouquetin par fusil hypodermique, on fait un prélèvement sanguin et on envoie le prélèvement pour analyse. Et bien sûr, on relâche le bouquetin en plus pour qu'il se réveille et qu'il regagne ses belles prairies et pelouses d'altitude. On est en train de tester sa mise en œuvre parce que ce dispositif demande quand même des moyens techniques et des compétences techniques importantes et aussi des moyens humains non négligeables. Donc, on est en train de réfléchir à la chose et de définir un programme d'action en lien avec les spécialistes français en la matière. Voilà. J'ai deux petites questions, Eric, si tu permets. Vas-y. Directement en lien avec les maladies, le fait qu'ils partagent leur environnement avec des troupeaux de chèvres domestiques, y a-t-il des risques sanitaires pour eux? C'est vrai que tu as parlé de risque de transmission du bouquetin vers les chèvres ou vers les ovins. Est-ce qu'il y en a un dans l'autre sens? Oui, et le risque, clairement, il est plutôt dans ce sens-là, parce que nous, les bouquetins qu'on amène, ils ont pas une seule maladie, quoi. Voilà. Donc, par contre, et on le sait, c'est normal, dans les troupeaux domestiques comme dans la faune sauvage locale, il peut y avoir des maladies qui se promènent. Et justement, on sait que le bouquetin aime bien les chèvres domestiques parce qu'ils peuvent se croiser et se reproduire. Hein. Voilà. Et on a dû, il y a un jour, il y a un agriculteur qui nous appelle, il me dit dans ma chèvrerie, j'ai un animal bizarre, là, est-ce que vous pourriez venir voir? Bon, on s'est douté tout de suite que ça devait être un bouquetin. Et effectivement, les collègues ils sont allés tout de suite avec le fusil hypodermique et ils sont rentrés dans la chèvrerie. Et il y avait un superbe mâle qui était au milieu d'une centaine de chèvres. Voilà. Et donc, avec l'agriculteur, ils ont essayé de faire sortir les chèvres. Ils ont toutes les peines du monde parce qu'elles voulaient rester avec le beau mâle bouquetin. Voilà. Ils ont fini par y arriver. Donc, les deux collègues ont réussi à tirer sur le bouquetin avec les fusées hypodermiques. On a fait faire une analyse de ce bouquetin et on s'en doutait, il a attrapé, pardon, excusez-moi, ce qu'on appelle le KF, c'est une maladie qui est très répandue dans les troupeaux domestiques, alors qui ne pose pas de problème particulier, mais effectivement, le bouquetin, au contact des chèvres domestiques, a attrapé cette maladie qui est très répandue dans tous les troupeaux, non seulement domestiques, mais aussi les troupeaux de chèvres domestiques qui sont devenus sauvages. Voilà. On espère qu'il n'y aura pas trop d'autres cas, parce qu'il y a bien d'autres maladies plus embêtantes qui peuvent être présentes dans les troupeaux domestiques. Voilà, c'est arrivé dans les Alpes avec la brucellose et il y a quelques bouquetins qui ont une population de bouquetins vers Bargy qui ont attrapé la brucellose et ça a posé quelques problèmes d'ailleurs parce que le virus s'est trouvé dans un fromage qui a été consommé par un enfant et qui a eu un gros problème de santé. Et au départ, le bouquetin était accusé d'avoir amené la maladie, mais en fait, il l'avait attrapé au contact d'un troupeau de bovins qui n'était pas très bien surveillé d'un point de vue sanitaire. Par contre, il l'a transporté à un autre troupeau. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on surveille de très près, d'un point de vue sanitaire, notre population de bouquetins, parce que la population de Bargy n'était pas du tout surveillée d'un point de vue sanitaire. Voilà. Ok. Et du coup, un petit peu en lien avec ça aussi, c'est une question qui remonte à un petit peu plus longtemps, mais en dynamique des populations, il y a un lien. Comment se fait-il qu'il y en ait trop en Espagne sur le site de prélèvement? Est-ce qu'il n'y a pas assez de prédateurs, entre guillemets? Et se peut-il qu'on soit confronté au même problème? Parce que tu as utilisé le mot trop, Alors, j'ai utilisé le mot trop parce que ce sont les autorités espagnoles qui pensent qu'ils en ont trop. Voilà. Il faut savoir qu'en Espagne, ils ont une culture très interventionniste. Ils n'imaginent pas, j'exagère un peu, mais que les populations se gèrent toutes seules. Alors moi, personnellement, et je ne suis pas le seul à le penser,
Euh, le bouquetin, ce n'est pas le sanglier. Le sanglier, c'est clair, c'est une espèce invasive, on est obligé de la réguler, hein, voilà, parce que ça pose souci. Le bouquetin, ce n'est pas une espèce invasive. Elle, ce qui va la réguler, c'est la ressource ou des maladies. Voilà. Euh, on sait, je vais vous donner un exemple, dans les Alpes, le bouquetin est protégé et vit depuis plus d'un siècle, en Italie en tout cas. Ils n'ont jamais eu besoin de le chasser, de le réguler. Voilà, donc ça dépend des espèces. On a des espèces dites invasives, entre guillemets, avec une très forte dynamique qui risquent de poser des problèmes avec les activités humaines. Le bouquetin, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, pour aller jusqu'au bout du parc national de la Sierra de Guadarrama, ils avaient prévu sur 5000 bouquetins d'en enlever 1000 quand même, parce qu'ils trouvaient qu'il y en avait trop, qu'il n'y avait pas assez de ressources alimentaires. Et il y a eu une telle réaction au niveau de la population de Madrid et autres qu'ils n'ont pas engagé l'élimination des bouquetins comme c'était prévu et ils étaient tout contents d'en nous en donner parce que ça leur évitait d'éliminer des bouquetins en créant des réactions locales. Mais clairement, on ne peut pas dire qu'il y a trop de bouquetins ou que ce soit parce que la régulation naturelle au travers de la ressource alimentaire va tout de suite réguler la dynamique de population. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'y vais. Alors, j'ai une question qui était en attente d'une personne qui est vétérinaire, qui demande si, en cas de développement d'une maladie, des vétérinaires intervenaient à Oui. travers des soins ou des vaccins. Alors, euh, on a un vétérinaire dans nos structures, qui est un spécialiste du bouquetin qui travaille sur le bouquetin depuis 25 ans. Avant, il était en Vanoise. Mais on a surtout euh, constitué un réseau de vétérinaires spécialistes de la faune sauvage. On en a un sur Tardette, on en a une autre en vallée d'Ossau. Donc, on a, si besoin, d'intervention sur le bouquetin et dès qu'on intervient sur un animal sauvage, la réglementation nous oblige de toute façon à la présence de bouquetin, de vétérinaire, pardon. Euh, donc, on a des vétos qui sont motivés ou bien à l'intérieur de nos structures, on en a un, ou bien à l'extérieur qui sont prêts à intervenir en tant que de besoin. Voilà. Donc ça, on a prévu ce point-là dès le départ de l'opération. On savait que ça pouvait être un point faible de notre suivi sanitaire. Et d'ailleurs, la réflexion qui est engagée en ce moment au niveau de l'élaboration de la veille sanitaire active, elle est réalisée, elle est pilotée par notre veto du parc national et en lien avec les spécialistes français de l'ANSES, de l'Office français de la biodiversité, enfin de toutes les structures en pointe sur la gestion du bouquetin, des ongulés sauvages en général. Voilà. Donc là, on s'est donné toutes les garanties pour essayer de bien travailler. Ok, merci, il n'y a Je plus de continue. questions. Ok. Suivi des animaux. Donc ça, c'est un point que j'ai déjà abordé. Je vais aller très vite. C'est quand même un point très important pour s'assurer de l'installation viable de la population et quelque part de la réussite et donc de l'évaluation de l'opération. Donc là-dessus, nous, l'objectif, on surveille d'une part la dynamique de population, via trois critères démographiques, les effectifs, taux de survie et taux de reproduction. Et on le fait parce que on a, comment dire, on a mis en place des protocoles qui sont appliqués par les agents du parc qui permettent de suivre donc ces trois éléments. Hein. Ça demande des moyens assez conséquents, mais pour nous, c'est un élément très important pour suivre la réussite de l'opération. On a aussi un autre point au-delà du suivi de la réussite de l'opération, c'est de contribuer à améliorer la connaissance du comportement de l'espèce. Hein. Et on a d'ailleurs pris pendant 4 ans un thésard dont le sujet de thèse était l'analyse du comportement spatial du bouquetin en comparaison avec d'autres populations dans les Alpes où il y avait des populations ou déjà installées ou qui venaient d'être réintroduites. Donc là, on a profité de cette opération pour améliorer la connaissance du bouquetin. Et le suivi, il est favorisé par le fait qu'on a équipé tous les individus de boucles auriculaires que vous voyez ici. Chaque individu qu'on lâche est équipé de boucles auriculaires avec des
collier avec des couleurs différentes qui permet d'identifier chacun des individus. Certains sont aussi équipés de colliers GPS qui permettent d'avoir un lien toutes les heures sur le positionnement du bouquetin via le satellite. Et sinon, quelques-uns ont été équipés de VHF. Ça, ce sont des colliers qui permettent de repérer les bouquetins. Il faut aller cette fois-ci, par contre, sur le terrain avec une antenne réceptrice pour pouvoir repérer la direction, essayer de les trouver. Je ne vous cache pas quand même que la majorité des bouquetins ont été équipés de colliers GPS et que c'était très confortable pour nous d'avoir un positionnement toutes les heures de bouquetin pour savoir où ils étaient, s'ils étaient encore vivants. Ça ne nous a pas empêché, bien sûr, d'aller sur le terrain pour savoir dans quel état ils étaient, mais pour nous, ça a été, c'est pas très beau, hein, j'en conviens, mais c'était très important d'équiper les bouquetins avec ces colliers pour savoir où ils étaient, s'ils étaient toujours en vie, s'ils n'étaient pas braconnés, et surtout de pouvoir faire des analyses du comportement spatial très pointues qui permettaient de savoir si l'adaptation du bouquetin aux Pyrénées se passait bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut tirer des analyses qu'on a fait sur le comportement spatial et l'utilisation de l'espace? Bon, on a constaté de façon globale que à peu près, une grande majorité des individus lâchés étaient très fidèles au site de lâcher. Par contre, on avait des comportements individuels très différents. Hein. C'est comme chez l'être humain, il y a des personnalités différentes. Vous avez ici Sumo, hein, sur la droite. Lui, il est resté dans le même secteur pendant plusieurs mois. Pitou, là, il est parti vers Cotteret. Hein. Il a circulé pratiquement jusqu'à Mosso et il est allé jusque vers Sabine-Amigo. Il a fait, certains ont fait des allers-retours de plus de 100 km quand même. Donc, globalement, la majorité des individus sont quand même restés fidèles au lâcher. Certains ont eu ce qu'on appelle un comportement exploratoire, c'est-à-dire qu'ils recherchaient le site où on les avait capturés. L'autre peur qu'on a eue quand même en faisant cette opération, c'est qu'on a eu peur qu'en faisant des déplacements explorateurs, un certain nombre de bouquetins aillent en Espagne. Nous, les Espagnols nous disaient, mais l'Espagne a beaucoup plus d'habitats favorables côté Pyrénées que chez vous, ils vont tous revenir en Espagne. Et pour vous donner une idée, hein, c'est marqué ici, sur les 148 bouquetins qu'on a lâchés, il y en a en gros 6 qui sont restés vraiment qui est en Espagne sur 2-3 endroits. Voilà. Chose qu'on a constatée entre la Bigorre et le Béarn, c'est qu'en Bigorre, on a eu un certain nombre de mouvements exploratoires. En Béarn, les bouquetins ont très peu bougé. Sauf que depuis cette année, on a un bouquetin qui est parti en gros d'ici, là, de la vallée d'Aspe, et il est en ce moment exactement au même endroit que celui qui était parti de Cotteret. Voilà. Donc là, on vient d'alerter les autorités du gouvernement d'Aragon pour qu'ils nous tiennent au courant des observations éventuelles qu'ils pourraient faire. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu un cas de braconnage en Espagne sur ce secteur-là, je pense. Voilà. Donc, on a demandé aux autorités espagnoles de surveiller un petit peu ce qui se passait de l'autre côté. On espère pouvoir aller faire une recherche de terrain pour aller surveiller les animaux avec eux. Voilà. Bon, là, je ne vous apprendrai rien. Le bouquetin, on a vu qu'il privilégiait les milieux escarpés, surtout en haute altitude, l'été, l'automne et plus bas en hiver et au printemps, et qu'il avait une très forte préférence pour les expositions ensoleillées en toute saison. Ça n'empêche pas quand même, quand il fait très chaud en été, d'aller sur les versants nord en altitude, voire d'aller dans les grottes certaines fois, pour trouver un peu de fraîcheur et quitter un peu toutes les mouches qu'on trouve en plein soleil. Voilà. Alors, situation actuelle dans les Pyrénées. J'ai une petite question juste par rapport au suivi GPS et notamment par rapport à l'équipement. Bon, c'est une question qui est assez courante. Hein. Du coup, est-ce que l'équipement GPS ne risque pas de les gêner? Est-ce qu'il ne risque pas de se coincer, de se blesser? Et est-ce que ça ne peut pas les gêner pour le RUT, notamment pour les mâles? Alors, c'est une bonne question. On a eu des longues discussions avant de les équiper en collier GPS, parce qu'effectivement, le collier GPS, vous voyez, c'est pas tellement la lourdeur que j'aime, parce que ce sont des bestioles qui font jusqu'à 100 kg quand même, mais on sait notamment que chez les mâles, il y a une croissance très rapide et il faut éviter d'équiper par exemple des jeunes mâles de 5 ans parce qu'on sait qu'au bout de 2 ans, ils vont
la croissance fait que le collier pourrait devenir très serré. Alors, on a eu, et là je vais être transparent, on a eu un cas d'un bouquetin qui, après le rut, effectivement, s'est trouvé avec le collier de bouquetin qui était pratiquement entre les deux cordes et qui touchait un œil. Voilà, donc on est allé le capturer et on s'est aperçu que son œil était atteint, presque aveugle. Donc on l'a soigné 3 semaines. Alors pour la petite histoire, la petite anecdote, on l'a soigné. Il y a un agriculteur pas très loin d'Argelès qui nous a mis à disposition une grange, une petite grange en bois. Et on a soigné pendant 3 semaines avec l'aide d'un vétérinaire ce bouquetin. On a eu peur qu'il s'en échappe parce qu'on savait très bien qu'avec les belles cordes qu'il avait, il pouvait faire exploser la grange. Mais en fait, au bout de 3 semaines, on l'a réinstallé sur le noyau d'où il venait. Alors, il avait un œil où il voyait très bien, mais celui qui avait été touché par le collier, il ne voyait pas très bien. Mais ça a été un très bon reproducteur du petit noyau qui est sur Buée, dans la vallée de Gavarnie, pour ceux qui connaissent. Et il revient de loin, on a réussi à le soigner. Voilà. On a eu en fait 2 cas sur les 120 individus équipés de boutins, de colliers, excusez-moi, décidément, je commence à fatiguer. Par contre, on a en ce moment un individu, on sent bien que le collier commence à être un peu serré, donc on va essayer de le capturer pour éviter que ça le gêne. Mais c'est un point sur lequel on a été très vigilant, sur lequel on a essayé de faire attention. Merci. Alors, la situation spatiale actuelle de présence du bouquetin dans les Pyrénées, alors on le trouve ici, si vous suivez la flèche, sur le noyau dit de Cotteret, qui est le premier site de lâcher. Là, on a un noyau quand même avec près de 190 individus, une très forte dynamique de population qui se passe bien et qui est un petit peu à cheval sur la partie espagnole, au sud du Vignemal, dans le Val d'Ara. On a un petit noyau qui est en lien avec celui de Cotteret. On a une douzaine d'individus. Voilà. On a un deuxième noyau, c'est celui de Luz-Gavarnie, alors avec un petit peu moins d'individus, 55, et une dynamique un peu moins forte parce que la première année, on a eu assez peu de mâles, et en plus, les mâles se sont dispersés et n'ont pas croisé les femelles. Donc, pour se reproduire, c'est un petit peu difficile. Et ça, on le paye maintenant. La reproduction, le taux de reproduction les premières années joue un rôle primordial dans le démarrage de la population, la dynamique de population. Et pour ne pas arranger les choses, sur ce secteur de Luz-Gavarnie, on a une vallée, c'est la vallée du Barada, qui est très avalancheuse, et on a eu quelques bouquetins qui ont été tués par les avalanches, ce qui n'a pas arrangé les choses. Et par contre, on a ici le noyau béarnais de la vallée basque, qui lui est beaucoup plus récent, mais qui est dans une dynamique de population très importante, qui est déjà avec 45, constitué de 45 individus. Alors, côté Ariège, on a un noyau ici, un autre petit ici, mais qui sont en connexion et avec beaucoup d'échanges avec l'Espagne. Alors, eux, la plupart des mâles vont tous en Espagne l'été, mais par contre, ils reviennent pour la reproduction. Hein, donc, voilà. Et ce noyau, globalement, se monte à près de 190 individus. Voilà. Sur le parc, je crois que j'en parle tout à l'heure, mais on est déjà à un effectif de 290 individus, ce qui est quand même super, vu la brièveté de l'opération. Et on a un dernier petit noyau qui, lui, correspond à un lâcher réalisé par le ministère de l'Environnement espagnol et la Catalogne espagnole, le Conseil général du Val d'Aran, qui a été fait en octobre 2015 et qui est constitué d'une trentaine d'individus. Voilà. On espère à terme que le bouquetin va recoloniser toutes les Pyrénées. Voilà. Il y a encore quelques trous à caler, mais ça viendra. Alors, dynamique de la population, quelques éléments rapidement. C'est clair que tous les voyants sont au vert. La population augmente de 20% par an, ce qui nous fait penser que d'ici 4 à 5 ans, la population va doubler. Voilà. On a un taux de survie des animaux lâchés qui est très correct en Bigorre, 83%, un peu plus faible en Béarn, parce qu'en fait, on a eu 3 jours après un lâcher, une chute de neige de 1,50 m qui a généré une mortalité de plusieurs individus qui avaient été affaiblis par les quarantaines assez longues. Et puis, on a eu un petit souci avec des colliers aussi qui a généré des doubles colliers qui ont généré une
petite mortalité sur des individus très affaiblis. Voilà. Taux de reproduction est plutôt très correct, il va de 60 à 90%. Cette année, sur Gavarnie-Gèvres, il est un peu moins important, on est en train d'essayer de voir ce qui se passe, mais bon, rien de grave, le moyen est plutôt ouvert. La reproduction des femelles, je vous l'ai dit un petit peu lors de la présentation de la biologie des espèces, toutes les femelles se reproduisent dès l'âge de 2 ans. Alors là, c'est super bon pour la dynamique de la population. Habituellement, la reproduction démarre plutôt à 3 ou 4 ans, donc ça, c'est un signe que la population se plaît bien dans les Pyrénées. Voilà. L'effectif global est en augmentation régulière. On l'estime à ce jour à près de 290 individus sur le parc national des Pyrénées, 190 sur les Pyrénées ariégeoises, donc c'est pas mal quand même, on est en bonne voie. Et ici, vous voyez l'évolution du nombre de naissances, alors qui était très faible au départ, hein, parce que au départ, les premières années, ils étaient très peu nombreux, les bouquetins, il fallait qu'ils se croisent déjà entre mâles et femelles. Et là, depuis 2019, on a une très forte augmentation du nombre de naissances qui témoignent d'une bonne dynamique de la population. L'état sanitaire, comme je vous l'ai dit, on le surveille de très près. Il est globalement très satisfaisant. On a observé des individus avec une croissance corporelle annuelle extrêmement importante. Quand on présente ça aux Espagnols, ils n'en reviennent pas. Il est clair que la ressource alimentaire de nos Pyrénées, avec l'herbe très abondante et le climat atlantique, avec de la pluie, fait qu'on a une ressource alimentaire très importante, fait qu'on a une croissance des individus très, très, très bonne. Voilà. Ça témoigne d'une bonne adaptation du bouquetin dans les Pyrénées. Alors, la surveillance sanitaire nous a permis quand même de repérer un petit épisode de kératoconjonctivite en 2017. C'est l'équivalent, on va dire, de la conjonctivite qui existe chez l'homme. C'est des virus qui se propagent. Et chez le bouquetin, ce qui est embêtant, c'est qu'on voit ici sur cette femelle, ça génère des larmiers et dans beaucoup de cas, des cécités totales, c'est-à-dire que le bouquetin devient aveugle. Alors, vous pouvez imaginer que quand on a vu ça, on a eu un peu peur, parce que quand vous savez qu'ils vont sur des rebords de falaises, des crêtes vertigineuses, on a eu peur qu'il y ait une forte mortalité par chute à cause de la cécité. Alors, pour la petite histoire, là, ces deux, là, pendant 3 semaines, ce petit bouquetin, là, il a conduit sa mère sur les vires rocheuses, sur des falaises vertigineuses, et tout le monde s'en est tiré. On n'a pas eu non seulement à constater de mortalité à cause de la cécité, mais en plus, il y a eu une rémission totale de l'ensemble des individus qui sont guéris naturellement. Une autre petite maladie qui est apparue et qu'on trouve aussi. Alors, oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette maladie, on la trouve de façon chronique dans certains troupeaux domestiques. Et là, on a fait notre petite enquête et on a vu que sur un secteur, tous les isards, les bouquetins avaient été contaminés. Et on a su qu'il y avait un troupeau d'ovins qui avait des gros soucis de kératoconjonctivite sur exactement le même secteur, sous Baudor, que c'est le troupeau qui a transmis la kératoconjonctivite aux bouquetins et aux isards. Voilà. Ectima, alors ça aussi, c'est une maladie, mais alors qui n'est pas très grave, qu'on observe la plupart des étés, qui se traduit par l'émergence de vésicules et de croûtes, notamment autour du museau. Il y a des formes virulentes qui peuvent générer des inflammations de la totalité de la bouche, qui peuvent poser des problèmes d'alimentation chez le cabri, voire générer des mortalités. Bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas observé de forme virulente de cette maladie. En général, au bout de 3 semaines, il y a une rémission totale et il n'y a pas de souci particulier de ce point de vue-là. Et là, sur les interactions, bon, j'en ai parlé d'une tout à l'heure avec des chèvres, mais on a eu le même cas. Il y a un jour, avec un troupeau de bovins, il y a un maire là, de Panticos, c'est une commune en Espagne, juste de l'autre côté, qui nous appelle parce qu'il y avait un agriculteur qui commençait à râler parce qu'il y avait un bouquetin qui avait été adopté par un troupeau de vaches et qui rentrait aussi dans l'étable, qui venait dans le village avec les vaches. Voilà. Et là, pareil, comme pour la chèvre, on est allé tout de suite aller le capturer avec les autorités espagnoles parce qu'on n'était pas en France. Hein. Et c'est étonnant que le troupeau qui avait adopté le bouquetin, quand ils nous ont vus, ils se sont mis en cercle autour du bouquetin pour nous empêcher de le tirer. Hein. C'était assez rigolo. Et bien heureusement, enfin,
Malheureusement pour le bouquetin, il y a un moment, il y a 2 vaches qui sont un peu écartées et un des collègues a pu tirer sur le bouquetin pour l'endormir. Et tout de suite, les vaches sont allées vers lui et l'ont léché pour essayer de le réveiller. On a eu du mal à les sortir d'ailleurs. On a récupéré le bouquetin et on l'a relâché sur Cotteret. Et lui, par contre, n'avait aucune maladie à déclarer. Voilà. Alors, d'un point de vue génétique, comme je vous l'ai dit en introduction, toutes les populations de bouquetins, que ce soit des Alpes, sont des populations qui ont émergé à partir de très peu d'individus qui ont été sauvés par le roi d'Italie, Victor Emmanuel II en Italie, ou le roi Alphonse XIII en Espagne, qui ont créé des réserves pour sauver le bouquetin, mais à partir de très peu d'individus. Ça veut dire que derrière, on a une diversité génétique assez faible. Donc, on a souhaité faire un état de la diversité des génétiques des bouquetins qu'on a relâchés. Tous les individus ont fait l'objet d'un génotypage. Bon, bien sûr, on s'y attendait. Les conclusions nous indiquent qu'on a une faible diversité génétique qui est à peu près dans la moyenne basse de ce qu'on trouve dans les Alpes ou en Espagne, et avec quand même un niveau de consanguinité assez élevé, donc un niveau de parenté relativement élevé, qui est dû sans doute à la technique de capture qui est utilisée par les Espagnols, les cages fixes. Voilà. Donc, on peut s'attendre, même si c'est discuté et discutable, à une érosion de cette diversité dans les prochaines générations. Ce qui nous sauve un peu quand même, c'est qu'on a mis le paquet les premières années en mettant pas mal d'individus, donc ça va limiter ce problème. Mais clairement, les généticiens nous ont dit qu'il serait extrêmement opportun que vous puissiez mettre d'autres bouquetins provenant d'autres populations pour diversifier la génétique de votre population. Voilà. Il faut savoir que en termes d'adaptation, il y a plusieurs publications scientifiques qui le montrent, ou de résistance aux maladies, plus les animaux ont une diversité génétique riche, plus ils résistent à la maladie. Ça a été vu pour la gale en Espagne, par exemple, les populations de Sierra Nevada ont été touchées par la gale, il y a eu 30% de mortalité, 40%. Les populations de bouquetins des monts Cantabriques ont été touchées. Là, il y a eu près de 80% de mortalité et on sait que la diversité génétique est beaucoup plus faible qu'en Sierra Nevada. D'où l'importance d'essayer de diversifier la population qu'on a chez nous. Voilà, j'en arrive presque à la fin. On a mis le paquet assez clair sur la communication et la sensibilisation. Pour nous, cette opération, c'était l'occasion de, bien sûr, sensibiliser au retour d'une espèce disparue, mais au-delà du bouquetin lui-même, de sensibiliser à la protection de la nature et de la biodiversité et de faire en sorte que les habitants, les acteurs locaux s'approprient un peu plus cette richesse qu'ils ont sur leur territoire. Et là, on a organisé énormément d'actions de sensibilisation des scolaires. En gros, tous les scolaires de toutes les vallées du parc ont été concernés par une animation sur le bouquetin, sur le bouquetin, oui. Plus de 700 ont assisté à un lâcher. Bon, après, avec le Covid, on n'a pas pu le faire. Mais globalement, c'est une affaire qui marche. Et vous voyez ici, là, c'était à Cotteret, je crois que c'était en mars 2015. Et là, on avait 300 gosses qui assistaient au lâcher. Je peux vous dire qu'ils avaient les grands yeux et que c'était génial à voir, et que ça faisait chaud au cœur de voir toutes ces étoiles dans les yeux des enfants. Voilà. Oui, on a aussi pas mal communiqué d'un point de vue communication dans les médias. C'est clair que le bouquetin est une espèce qui se prête beaucoup à ce type de communication, qu'on a eu beaucoup d'articles dans les médias régionaux, nationaux et internationaux. Voilà, on a profité de l'occasion aussi pour élaborer des outils pédagogiques. Là, vous avez une exposition ici spécifique au programme de l'introduction du bouquetin. On a élaboré avec le PNR des Pyrénées liégeoises des outils communs. Cette malle pédagogique, vous voyez ici des imitations de cornes de bouquetin et d'isards pour montrer quelle est la différence entre les différents ongulés de montagne. Voilà. Des cahiers spécifiques pour les scolaires. Enfin, on a fait tout un tas d'outils pédagogiques pour pouvoir développer ce volet communication, sensibilisation. On a aussi un site spécifique au bouquetin. Vous avez l'adresse ici. Alors, pour ceux qui se promènent dans les Pyrénées, je vous incite à le noter parce qu'on est très preneur que vous puissiez faire part de vos observations de bouquetins à l'occasion de vos balades. Il y a un certain nombre de gens qui le font, de bergers, de randonneurs. Et sur ce site, vous avez un endroit où j'ai vu un bouquetin. Et là,
vous pouvez indiquer à quelle date, combien de bouquins il y avait. Vous pouvez même mettre une photo si vous avez pu la prendre et voir indiquer les boucles auriculaires aux différentes oreilles si vous avez pu les voir. Et ça nous permet, nous, d'identifier les animaux. Et c'est d'autant plus important pour nous qu'on ait des retours, et on en a de plus en plus, hein, des retours participatifs des randonneurs ou des habitants, parce qu'avec la baisse des moyens des services de l'État et l'augmentation de la population de bouquetins, on a vraiment besoin d'observations complémentaires par les randonneurs, les accompagnateurs en moyenne montagne, les guides et autres. Et on a ainsi pu retrouver des animaux qu'on n'avait pas vus au niveau des agents depuis plus d'un an, voire 2 ans pour certains. Donc c'est pour ça que je vous invite, quand vous promenez dans nos belles Pyrénées, si vous voyez des bouquetins, à nous faire remonter vos observations et si possible avec une lettre de photo. Voilà. J'en ai fini. Dernière diapo. Petit bilan global de l'opération. Donc, globalement, ça a été quand même un projet compliqué avec de multiples difficultés. Je n'ai pas tout évoqué, hein, mais entre les réticences espagnoles, le volet sanitaire et les très fortes exigences sanitaires qu'on a mis en œuvre et qui nous ont sacrément compliqué la tâche, les lâchers d'ours qui nous ont mis un peu d'ambiance et qui nous ont retardé un peu le programme. Le Covid-19, hein, on avait prévu des lâchers en avril 2019 et en mai 2019. Vous pouvez imaginer qu'on a dû reporter tout ça. L'année hein, qui était un peu compliqué, notamment au niveau de l'IPHB qui était contre le projet. On n'a pas baissé les bras, on est quand même arrivé, on est content, on a pris un petit peu de retard, mais en fait, les résultats sont globalement très positifs. Les objectifs sont même dépassés, même si on a dû prendre un peu de retard à cause notamment des ours et du Covid-19. Et tant en termes de conservation que de sensibilisation, d'un point de vue numérique et état des populations, les objectifs sont dépassés. Voilà, on est clairement dans une optique, une bonne trajectoire en termes de dynamique de population qui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, devrait, on l'espère, doubler dans les 4 ans qui viennent. Voilà. C'est aussi un succès dans le contexte de l'évolution globale négative de la biodiversité. Bon, même s'il faut qu'on reste modeste, hein, il faut aussi s'occuper de toutes les autres espèces. Et là, on a simplement remis en place une espèce qui avait disparu. Mais bon, il faut noter aussi les choses positives. Les perspectives dans l'avenir, c'est quoi? C'est augmenter la diversité génétique. On aimerait bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire quelques lâchers d'animaux provenant d'une autre population que celle de la Sierra de Guadarrama. On est en train de travailler sur des animaux qui proviennent de Gredos, c'est qu'un site historique du bouquetin. Bon, tout n'est pas réglé, il y a des petits problèmes techniques et autres. J'espère qu'on pourra le faire en 2022, mais plus sûrement en 2023. Ce n'est pas encore gagné. Mais ça serait bien qu'on puisse arriver à lâcher 5 à 10 individus sur chacun des noyaux existants, des 3 noyaux existants. Voilà. On va bien sûr poursuivre la surveillance de la dynamique de population et bien sûr de l'état sanitaire. Et puis on espère bien sûr que la colonisation de l'ensemble du parc et des Pyrénées à moyen et long terme va pouvoir se poursuivre. Voilà, je voulais remercier, et c'est la dernière diapo, tous les financeurs que vous avez ici qui ont participé de près ou de loin à ce programme. Il y a bien sûr les régions, mais je risque d'en oublier les départements, l'Europe, l'État, des mécènes comme l'AGMF, EDF, le PAL, une brasserie sur Pau. Voilà, il y a aussi un laboratoire de Toulouse. Et je voulais aussi remercier, il y en a peut-être dans ceux qui participent à la conférence, tous les dons citoyens. Avec tout cela, sans cela, on n'aurait pas pu faire ce projet. Donc, je tiens à remercier tout le monde. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop long. S'il y a encore quelques questions, je veux bien répondre. Dis-moi, Michael, ce qu'il en est. C'est ça, il y a quelques petites questions. Alors, pour certaines, tu as un peu répondu, mais peut-être qu'il y a des compléments. Donc, allez-vous continuer la réintroduction? Et si oui, allez-vous faire des relâchés en Bigorre? Et avez-vous des informations sur l'existence d'une population en Bigorre? Oui, alors, on souhaite faire des lâchers. Alors, si on pouvait les faire en 2022, ça serait bien, mais ce n'est pas gagné. On n'a pas tout réglé encore. Mais on aimerait bien lâcher 6 à 10 individus, si on pouvait, dès 2022, sur le secteur de Cotteret, pour apporter un enrichissement génétique à la population présente sur Cotteret et pas trop tarder pour éviter le phénomène de dilution génétique qui peut s'opérer ultérieurement.
La population bigorre, sinon, elle est constituée alors, de près de 190 individus rien que sur Cotteret, ce qui est énorme quand même, et de 55 individus sur le noyau de Luz-Gavarnie. Alors sur Cotteret, on la trouve bien sûr sur le pont d'Espagne, Ileu, mais aussi sur le Barbate et aussi sur la frontière espagnole. Hein, voilà. Et on la trouve aussi vers le Liantran. Hein, voilà, on a des secteurs dans tout ce triangle-là. On trouve cette population de boutins du noyau de Cotteret qui se monte à 190 individus. Pardon. Pour la voir, l'idéal, hein, c'est d'y aller plutôt, pas en été, parce que sauf si vous êtes sportif, si vous aimez les crêtes et les hauts sommets, là vous avez des chances de les voir. Mais sinon, il est préférable d'y aller plutôt de mars à fin d'avril, ouais, à mai, dans certains fonds de vallée où, avec la nouvelle herbe qui émerge au printemps, là, ils en sont fous de cette herbe, vous avez des chances de les voir dans certains fonds de vallon, pratiquement sur des sentiers. Le Liantran, il est, par exemple, pont d'Espagne aussi. Par contre, ce que je vous demande, c'est de ne pas vous approcher à moins de 10 mètres des animaux si vous les rencontrez. Voilà, parce que cette année, on a commencé à observer une augmentation de fréquentation, et on était très contents d'ailleurs, spécifique au bouquetin, parce qu'il y avait des gens qui s'étaient pris, je pense, selfie sur le Liantran ou ailleurs, et ça avait fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux. Et en même temps, c'est le côté positif de l'histoire. Il faut simplement veiller à ne pas s'approcher trop près des animaux pour ne pas générer de dérangements et de perte d'énergie. Voilà. Euh, alors, je ne sais pas, il y avait une autre question après, Oui. Michael. Alors, les troupeaux peuvent-ils finalement, alors je pense que c'est la même chose que les noyaux, peuvent-ils finalement interagir entre eux à terme et est-ce que cela améliorerait la diversité génétique? Oui, bien sûr. On espère que les populations de Cotteret, de Gelgarvarnie vont rapidement faire jonction, spatialement parlant, pour augmenter le brassage de la diversité génétique. Voilà. Celle de la vallée d'Aspe, malheureusement, elle est un peu plus loin. On sait que ça se fera plus tard, mais bien sûr qu'on espère que la jonction se fera le plus vite possible. Ok. Deux questions qui peuvent être liées. Une étude est-elle prévue pour mesurer l'impact des bouquetins sur la flore? Et l'autre question qui est liée, vous avez parlé d'une réticence des agriculteurs dans une région. Pourquoi ont-ils des réticences? Alors, sur la première question, on s'est posé la question et avec nos partenaires du Conservatoire botanique étaient partants pour engager l'opération. Clairement, on ne l'a pas mis en priorité à la fois pour des raisons financières, mais aussi parce qu'on s'est dit qu'il y a une telle ressource euh, en herbe chez nous. Ils vont sur des secteurs, notamment l'été, où ils sont pratiquement les seuls à aller. Même l'Isard n'y va pas. Il y a quelquefois les chèvres qui vont parce que ça grimper comme le boutin, mais on s'est dit, bon, on n'a pas trop de sous, il faut qu'on limite un peu, on ne peut pas tout faire, donc on l'a mis de côté. Mais l'idéal aurait été qu'on le fasse. Je ne suis pas sûr qu'on aurait vu des choses, mais ça aurait été bien de le vérifier et on aurait pu peut-être le faire, mais bon, on ne pouvait pas tout faire. Voilà. La deuxième question, est-ce que tu peux me le redire, s'il te plaît, parce que j'ai oublié. Alors attends, une étude est-elle prévue sur l'impact des bouquetins sur la flore? Et la deuxième, c'était, vous avez parlé d'une réticence des agriculteurs dans une région. Pourquoi ont-ils des Oui. réticences? Alors, en fait, on a eu des réticences en vallée d'Ossau. Bon, elles étaient à un double niveau. Elles étaient sur un volet sanitaire. En fait, on avait beau leur dire que nos bouquetins arrivaient sans une seule maladie. Et eux nous disaient, ouais, mais ils vont attraper les maladies avec les troupeaux domestiques et ils vont les propager. Bon, sauf que nous, on leur répondait qu'il y avait déjà des quantités, des très fortes densités d'ongulés sauvages. Je pense aux chevreuils, je pense à l'isard, je pense au sanglier. Sanglier qui est d'ailleurs beaucoup plus sensible aux maladies que le bouquetin, qui est une espèce très rustique. On disait, mais ça ne va rien changer. En plus, ils ne sont pas nombreux. Donc, ils avaient peur que le bouquetin propage des maladies d'un troupeau domestique à un autre. Ils avaient peur, alors ça c'était des élus de la vallée d'Ossau, que ça empêche la jonction entre deux stations de ski, entre Artoust et Gouin, je crois.
notamment sur le Soussouéou. Donc, voilà, il y a eu un ou deux élus qui ne souhaitaient pas avoir les bouquetins. Ils avaient peur que ça soit une contrainte supplémentaire par rapport à ce projet. Puis, pour parler clairement, il y a une troisième raison sous-jacente. L'Institut patrimonial du Haut-Béarn n'était pas favorable au projet et il a activé les agriculteurs qui connaissaient bien et les élus de la vallée d'Ossau pour qu'il y ait un front un peu contre le projet. Donc, nous, voyant cela, on s'est dit, mais OK, on ne va pas le faire en Ossau, on va aller le faire en Aspe, là où il y a des gens qui sont partants pour le faire. Alors, ce qu'on regrettait, c'est en lien avec la question précédente, c'est que là, on risque de retarder le brassage génétique entre les différents noyaux parce que Aspe est un peu plus loin du noyau de Cauterets que Ossau. Voilà. Ok. Est-ce que la réintroduction des bouquetins a un impact sur les populations d'Isard? Partage de territoire, concurrence hivernale sur les ressources, etc. Non, alors il faut savoir qu'ils ont vécu ensemble 80 000 ans déjà, donc ça ne pose pas vraiment un souci. On a quand même regardé de près ce qui se passait sur Cauterets, où là on faisait un suivi très serré de la population du plateau de Cayenne, hein, via Jean-Paul Cramp, qui est aussi un spécialiste de l'ISA. Et les premiers jours, ils ont regardé ces bestioles un peu bizarrement, mais après, ils sont restés sur place, ça n'a rien changé à leur comportement spatial. Il faut savoir en fait que la plupart du temps, ils ne fréquentent pas tout à fait les mêmes secteurs. Hein. Le bouquetin va vraiment sur des vies rocheuses où il est le seul à aller, des vies herbeuses où personne d'autre que lui peut aller. Il n'y a qu'à certaines périodes, notamment au printemps, ils peuvent se croiser pendant la période de rut où ils sont un peu excités les uns les autres, donc ils font un peu moins attention aux autres. Mais il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. Voilà. Ok. Et dernière question, si je ne me trompe pas. Côté Pyrénées-Orientales, est-il envisagé de les lâcher en limite avec l'Andorre, population de Tortosa plus méditerranéenne? Alors, si j'ai bien compris la question, euh, ce que je peux dire sur le côté méditerranéen français, c'est que pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Hein. Le PNR, le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, est toujours sur la même posture. Il n'envisage pas de lâcher de bouquetins parce que les agriculteurs de ce territoire ont peur que ça fasse une concurrence supplémentaire à la ressource herbagère des troupeaux domestiques. Par contre, je sais que, comme nous, le PNR des Pyrénées ariégeoises souhaite faire la diversification génétique, que pour l'instant, on est sur l'option essayer d'en faire venir de gré d'os, mais si jamais ce n'est pas possible de gré d'os, peut-être qu'il y aura d'autres sources de population recherchées. Alors, ce que je dis quand même, c'est que on fera quand même, si c'est une autre population, on fera très attention, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, à ce que surtout, il n'y ait aucune maladie présente dans cette population pour éviter d'amener telle ou telle maladie qui pourrait poser des problèmes non seulement aux bouquetins, mais aussi aux troupeaux domestiques. Et ça, on tient à maintenir l'enjeu socio-économique du pastoralisme dans nos vallées et de ne pas amener de maladies auprès de la faune sauvage en général. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Eric, pour cette présentation dont la qualité a été saluée plusieurs fois dans le chat, mais également aussi l'honnêteté de tes réponses qui a été soulignée. On voit que le suivi des populations, c'est quelque chose qui est compliqué, qui peut être parfois délicat, et il y a beaucoup de positifs et parfois un petit peu de négatifs. Il ne faut pas hésiter à en parler. Hein. Il y a toujours une marge d'erreur, donc c'était important de le souligner. Voilà, ton honnêteté a été saluer. Merci pour le temps accordé. Merci aux 82 participants au maximum qui nous ont rejoints ce soir et aux 67 restants. Donc, je pense que tu as tenu en haleine pas mal de gens au bout des cornes du bouquetin. Et merci à tout le monde pour vos questions qui étaient très pertinentes. J'espère en avoir été un bon relais. Et je te laisse la parole si tu veux pour terminer avant de clore cette soirée. Oui, je vais être très bref. Hein. Moi, je voulais vous remercier pour votre écoute et votre intérêt pour le sujet. Moi, j'ai été très heureux de partager ce petit moment avec vous.
Voilà, bon, je tiens à m'excuser pour ceux qui auraient déjà assisté à la conférence de l'automne dernier qui était un peu similaire. Ceci dit, il y avait quand même quelques actualités récentes sur l'évolution de la population. Merci encore à vous tous et j'espère à une prochaine fois pour, pourquoi pas, un autre sujet. Super, merci beaucoup.